La femme a toujours eu sa place. Elle a toujours participé à l'épanouissement de sa communauté. Elle a toujours eu une place de choix dans les décisions. C'est donc le cerveau maintenant qui compte. Et le cerveau, eh bien, il est chez tout le monde. Hein. Il est chez la femme et chez l'homme. La femme a une avance sur l'homme et main dans la main avec elle de construire un monde nouveau. En fait, je trouvais tout ce que les hommes faisaient parce que je me sentais mieux en tant qu'homme, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'injustice. Je ne supportais pas de laver des assiettes, de rester à la maison pendant que les garçons sont en train de jouer au football. J'ai appris, je me suis développée dans le mouvement. Parce que quand j'y arrivais, j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 50 quoi. Et je me sens tellement belle. La force vient de cette finesse. Et le regard des autres, ce sont les barreaux de prison. Donc en somme, effectivement, pour moi, la féminité, les valeurs féminines qu'amène le mouvement. Et donc je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Vision Raélienne. Encore une fois en terre kamite, en terre africaine. Bonsoir Luna, Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Xavier. Et bonsoir à notre invité spécial, Perry. Bonsoir. Perry. Bonsoir. Donc tu es guide évêque raélienne, hein, tu es formatrice média, C'est ça, productrice également. Hein, donc, effectivement. et c'est un vrai plaisir de t'accueillir parce que, faut-il le rappeler pour ceux qui nous suivent et qui ont suivi les derniers numéros, en ce moment se passe ici en Afrique, dans 3 pays en simultané, le séminaire annuel du mouvement raélien et plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes de différents sujets interviennent donc sur différents sujets. Et puis quand on t'a entendu, Perry, parler de la féminité, de la place de la femme au sein de l'humanité et en Afrique en particulier, on a voulu t'inviter pour aborder ce sujet. Parce que c'est un sujet vraiment important. La vision raélienne est là pour mettre en perspective quelque part la philosophie raélienne et cette notion de raffinement, de féminité, mais surtout de la place de la femme est importante. Et à travers les médias, donc les médias c'est ton métier, hein, C'est mon domaine. mais à travers les médias en général et pour ceux qui nous écoutent de toute la planète, surtout en Occident, on sait que l'image qui est faite par les médias de la femme dans le mouvement raélien est vraiment, c'est pas top quoi. C'est vraiment, il y a des choses à remettre sur la table pour clarifier beaucoup de choses. Quelle est ta vision par rapport à ça, par rapport à la place de la femme à venir de l'humanité? Ma vision, j'ai une vision, comment dirais-je, très large Ouais. de la place de la femme dans la religion raélienne, même dans le développement même de sa communauté. Il faut dire qu'en Afrique, la femme a toujours eu sa place. Elle a toujours participé à l'épanouissement de sa communauté. Elle a toujours eu une place de choix dans les décisions. Ici, on a l'habitude de dire que c'est la nuit que les femmes donnent des conseils. Pour dire combien de fois il est important d'avoir une femme dans son sillage pour tous les dirigeants, d'avoir une femme qui puisse l'aider à pouvoir trouver le moyen, la manière de faire passer une décision à la communauté. Et donc la place de la femme, que ce soit dans la culture africaine, que ce soit au mouvement raélien, il n'y a vraiment pas de grande différence. Ici, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, la femme a toujours eu sa place dans le clergé raélien. Donc parmi les notables en Afrique, la femme a sa place. Et au mouvement raélien, en tant que femme, je m'y sens bien. Et j'ai une place de choix, je pourrais le dire ainsi, parce que je suis évêque. D'accord. Mhm. Luna? Oui, je rajouterais que nous sommes sûrement la seule religion où le leader maximum actuellement c'est Raël. Donc, mais une femme pourrait le remplacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection liée au sexe, contrairement à beaucoup d'autres religions, voire même le contraire. C'est-à-dire que Raël encourage le positionnement des femmes à des prises de position, à des postes de décisionnels importants. Et donc, il y a vraiment, c'est un champ d'action qui est énorme que nous ne trouvons pas dans d'autres religions. Donc, et même plus loin, puisque effectivement, il s'agirait de développer encore plus cette féminité pour pouvoir aider cette planète à s'en sortir.
Donc c'est au-delà de tous nos rêves en tant que femmes, en tout cas de pouvoir donner tout notre espace, tout ce que nous sommes, le partager pour le bien de cette humanité. Mais souvent dans les productions de la philosophie raélienne, on voit cette notion, la femme, avenir de l'homme. Guillaume, en quoi la femme est l'avenir de l'homme ? Oui, parce que nous sommes dans une société fondamentalement machiste. Il faut savoir que, je suis désolé, j'y vais direct, mais nous sommes dans une société qui s'est développée par la force barbare ou la force musculaire. Effectivement, avant, dans les temps anciens, pour aboutir à ce qu'on souhaitait, il fallait une certaine force. On n'avait pas les machines, on n'avait pas après plus tard l'industrialisation. Donc c'était la masse musculaire qui aidait à faire certains besoins essentiels. Donc ça a permis de valoriser l'homme et de mettre l'homme en avant. Entre-temps, ça s'est développé et puis on a réussi à créer des extensions du muscle humain à travers des outils. On a eu l'industrialisation, maintenant on a les moyens technologiques modernes. Donc la force musculaire devient c'est quelque chose de complètement superfétatoire. Donc on passe à autre chose où maintenant nous avons des machines de partout pour tout faire. C'est donc le cerveau maintenant qui compte. Et le cerveau, eh bien, il est chez tout le monde. Il est chez la femme et chez l'homme. Et en plus, dans ce cerveau, depuis des siècles, a été façonné par une notion de dureté, de brutalité, il n'est pas au maximum de son rendement et de son efficience. Par contre, s'il a été façonné par des données basées sur la finesse, le raffinement, automatiquement, il en ressort beaucoup plus d'intelligence. Qu'est-ce que j'entends par raffinement ? On n'a jamais vu une intelligence brutale, j'allais dire. On n'a jamais vu une intelligence barbare. Barbare, l'intelligence, on voit que ça fait deux. Par contre, l'intelligence, ça nécessite de la finesse, ça nécessite de l'observation, ça nécessite de l'écoute. Parce qu'on ne peut pas assembler des données entre elles, comme le mot l'intelligence veut dire, interligéré. Donc, lié entre. On ne peut pas assembler des données si on ne les prend pas. Pour les prendre, il faut être à l'écoute. Et pour écouter, il ne faut pas être vindicatif, mais il faut être plutôt observateur. Et il faut avoir de la compassion, de l'écoute, de l'attention pour saisir les choses et pouvoir les assembler. Et ça, les femmes l'ont naturellement. Elles l'ont transporté de génération en génération. Et les hommes ont été éduqués d'une façon inverse, à montrer l'efficacité par la force. Ce qui n'est totalement inutile avec notre société. Alors que l'efficacité se fait par l'intelligence, par l'amour, par la compassion, par des valeurs qui vont rassembler et construire plutôt que détruire. Et pour ça, la femme a une avance sur l'homme naturel et elle a même d'enseigner à l'homme cette expression naturelle chez elle qui va permettre à l'homme de s'apaiser et main dans la main avec elle de construire un monde nouveau, un monde basé donc sur ce qui a trait à l'esprit, et notamment la spiritualité, une spiritualité pacifique, une spiritualité qui ne sera plus œil pour œil, dent pour dent, et qui ne sera plus non plus celui qui tue par l'épée, paiera par l'épée, mais plutôt une spiritualité qui dit aime ton prochain comme toi-même. Donc s'aimer soi-même, aimer son prochain, et même mieux, Raël amène une nouvelle philosophie qui dit aime ton lointain comme toi-même. Ce qui on retrouve facilement dans les valeurs féminines que développent les femmes. Dans ce sens, la femme est forcément l'avenir de l'humanité et lui donner des rênes de plus en plus permettrait à la société de s'apaiser et aux hommes de bénéficier de ces qualités et de se défaire de ce jugement négatif de la femme en disant la force est dans les muscles. Mais attendez, même un âne a des muscles. Un âne a plus de muscles qu'un homme. Un gorille a beaucoup plus de muscles qu'un homme. Il ne va pas à la salle de sport, il est musclé. Qu'y a-t-il de valorisant de ressembler aux attributs premiers de l'âne ou du gorille ? Rien. En revanche, quand on voit, on voit le seul animal qui parle, c'est un perroquet, il est raffiné, il a des belles couleurs, il est bien maquillé, bien habillé. Quand on voit les dauphins, quand on voit ces animaux qui sont pleins de sensualité, de douceur, eh bien ça fait plus penser en fait à l'esprit fin que la femme développe et que l'homme a à même d'apprendre pour amener un plus à cette société. Et toi, Perry, par rapport à ça, quel est ton regard sur la société aujourd'hui, sur la société africaine, par rapport à... Par rapport à la place de la femme. Aujourd'hui, où est-ce que cela en est et qu'est-ce que la philosophie raélienne, le mouvement raélien, enfin la philosophie raélienne peut apporter ? C'est bon de repartir dans d'un passé un peu lointain pour faire comprendre que la femme a toujours été au devant du développement de sa communauté, de la société. Elle a toujours participé à tout ce que la société a construit. Mais avec l'arrivée des religions, l'islam, le christianisme, on a mis un peu la femme dans l'antichambre des décisions. Donc la femme est là juste comme un objet de beauté, il faut être belle et tais-toi, assieds-toi là. Est-ce qu'en Afrique, avant l'arrivée des religions, la femme avait beaucoup plus d'importance bien dans sûr, les traditions, bien sûr, dans les traditions. On peut se référer à la reine Pokou, par exemple, chez les Akans. Ouais. C'était une reine.
Et face à l'adversité, elle n'a pas voulu se battre. Elle a tout simplement décidé de se déplacer avec son peuple et d'aller D'accord. vers d'autres territoires. Une manière de montrer que la femme n'est pas forcément cette personne-là qui se met au devant pour se battre avec les hommes. Elle réfléchit un peu plus, elle trouve la solution qui permet à chacun, à chaque partie Ouais. de pouvoir s'exprimer et surtout de pouvoir trouver une solution. Donc en s'appuyant sur cet exemple, je dirais que les femmes, elles sont là et elles participent quand même à la prise de décision, mais de façon assez féminine, je pourrais dire ainsi. Elles ne rentrent pas en confrontation. Et c'est ce que nos mères nous apprennent. Hein. Nos mères nous apprennent. Il faut savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, je vais parler un peu de ce qui se passe dans ma communauté. Lorsqu'une jeune fille arrive à la puberté, il y a ce qu'on appelle la cérémonie, où on la présente à la communauté pour dire que cette jeune fille aujourd'hui est à même d'être une épouse. Mais avant ça, on l'envoie dans le bois sacré où on lui apprend à être femme. Donc à développer sa féminité. Et au-delà du développement de sa féminité en tant que personne, on lui apprend toutes les choses de la vie. Une femme devient une mère et pour être une mère, la mère, elle soigne. Donc on lui apprend à connaître les plantes. On lui apprend à s'occuper du mari, de la famille. Ouais. On lui apprend à s'occuper des enfants. Donc elle est en même temps médecin, elle est en même temps avocate, parce qu'il va arriver un moment où elle va départir, faire en sorte que les enfants ne se battent pas, que le père puisse être à l'écoute de ses enfants, etc. D'accord. Donc la mère, la femme en Afrique, est cette personne-là qui permet d'avoir cet esprit de convivialité, d'harmonie dans le foyer. Ouais. Et donc dans cette période, qu'on appelle cette période d'initiation, il y a quelque chose qui s'est fait qu'on appelle l'excision, mais qui aujourd'hui, on le sait, avec tout ce que cela présente comme conséquence, est banni. Mais la première partie de cette initiation, qui est la connaissance de l'environnement, de la famille, de la femme en elle-même, lui permet d'être une femme assez équilibrée et assez en plein de... Elle développe son potentiel de sorte à pouvoir apporter sa touche au développement de la communauté. Donc, avec les nouvelles religions qui sont venues, la femme a été un peu mise dans l'antichambre, relayée à un second plan où on n'a pas le droit de s'exprimer et tout ça. Et imaginez que dans cet élan, dans ce développement avec la colonisation, beaucoup de femmes n'ont pas eu l'opportunité de s'instruire, d'aller à l'école, mais elles ont quand même bousculé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire où aujourd'hui, suite aux examens, à grand tirage de fin d'année, il y a toujours plus de femmes qui réussissent aux examens que les hommes. Pour dire que les femmes sont aussi intelligentes, je dirais même peut-être un peu plus intelligentes que les hommes. Elles se mettent au devant, elles prennent leurs responsabilités et participent au développement donc, de leur communauté. Mais imaginez qu'en tant que raélienne aujourd'hui, mais quand je faisais mes premiers pas au mouvement, ce n'était pas évident. Mais ce qui m'a le plus attirée, c'est de voir que les femmes et les hommes étaient au même niveau. Il n'y avait pas de différence. D'accord. Alors que dans les autres religions, ce n'était pas évident. Les hommes étaient devant, les femmes étaient en arrière. Les prêtres, il n'y a pas de prêtre femme, il n'y a pas d'imam femme. Ouais. Et moi qui ai grandi dans une famille, je pourrais dire, avec des garçons, j'ai été éduquée comme un garçon, donc je savais que j'étais une femme, mais je le refoulais parce que je ne voulais pas être à l'arrière-plan. Pour tenir ta place, quoi, parmi tous ces garçons. Quoi. Parmi tous ces garçons, il fallait bien que je tienne ma place. Et donc je me bagarrais, je m'engueulais très souvent avec mes frères, je n'avais pas d'amis femmes, puisque ce sont leurs amis qui étaient mes amis. Je jouais au football, en fait je faisais tout ce que les hommes faisaient parce que je me sentais mieux en tant qu'homme, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'injustice par rapport aux femmes. Et même à la maison, je ne supportais pas de laver les assiettes, de rester à la maison pendant que les garçons sont en train de jouer au football, sont dehors en train de s'amuser. Et l'éducation aussi, c'est ça, l'impact de cette éducation sur la femme. Pendant qu'on donne des poupées aux filles, on leur donne des dinettes. Les dinettes, c'est pour faire la cuisine. Voilà, les hommes ont des voitures, des vélos, donc ils ont le grand air, ils vont à la découverte de l'extérieur, alors que les femmes sont obligées de rester à la maison, laver le linge, s'occuper du dernier, et puis aider maman à la cuisine. Ça me révoltait. Et là, j'ai des amis au quartier, dont le père était un guide prêtre, les guides, on l'appelait JPP, Jean-Pierre Nguessan. Et là, dans le quartier, c'était un alcoolique. Ça, tout le monde le connaissait pour ça, c'était un alcoolique. Et juste après avoir découvert les messages, on le voit dans le quartier en train de dire à tout le monde, Dieu n'existe pas. Donc les parents faisaient en sorte qu'on ne l'approche pas du tout. Quel est cet individu, un alcoolique qui aujourd'hui arrête de boire et qui dit que Dieu n'existe pas, c'est encore plus grave. Il aurait mieux fait de continuer à boire. Et là, et croire en Dieu. Et là,
il intriguait tout le monde, surtout nous les jeunes au quartier, et on s'approchait de lui. Comment un père de famille peut se permettre de dire que Dieu n'existe pas? Au lieu de nous repousser, au contraire, ça nous attirait. Et son attitude avait changé complètement. Et le père alcoolique qu'on voyait traîner dans les caniveaux au quartier devient quelqu'un de jovial, de gai, de tellement attirant. Il est devenu tellement rayonnant qu'il attirait presque tous les jeunes du quartier. Quelqu'un d'inspirant. Voilà, d'inspirant. Donc on se cachait, on allait le voir pour lui demander, mais pourquoi est-ce que tonton ici, les voisins, les papas, on les appelle tonton. Tonton, pourquoi est-ce que tu te permets de dire que Dieu n'existe pas? Et puis il commence à expliquer. En fait, tu vas pour 5 minutes et tu te retrouves en train de faire toute l'après-midi chez lui et les parents qui nous recherchent dans le quartier. Si jamais tu t'aventures à dire que tu viens de là-bas, tu es sûr que tu vas être puni. Donc voilà comment je découvre les messages. Mais c'est juste son expérience qu'il partage, son vécu, ce que le mouvement raélien lui a apporté. Et puis, il en discute avec certains parents, dont mon père, qui prend le VVD, le livre qui dit la vérité, et qui l'envoie à la maison. Et c'était moi qui faisais la chambre en tant que femme, qui fait la chambre des parents. Et là, je rentre dans la chambre, puis je vois le livre au chevet. Donc je le pique, je rentre dans ma chambre et je lis toute la nuit. Je lis le livre toute la nuit. C'était tellement passionnant. En fait, c'est comme si je me découvrais en fait. Et les stages qui ont suivi, toute la famille allait en vacances au village. Moi, j'ai décidé de rester. Et mon père m'a dit, tu restes, tu te débrouilles. Parce que quand toute la famille part, il n'y a personne à la maison. Je me débrouille, c'est-à-dire, mais tu te nourris, tu fais comme tu veux. On va pour 3 mois. Si tu ne viens pas avec nous, tu te débrouilles. Je ne sais pas, mais c'était la plus belle opportunité pour moi. C'était la liberté totale de me retrouver seule dans une grande maison. Et là, je me mets avec le guide JPP et ses enfants, puis je pars au Burkina pour la première fois. Elle est le petit garçon manqué qui se bagarre tout le temps au stage. J'arrive au stage et puis je vois que tout est calme, tout est paisible, tout le monde est gentil, des bonjours, des merci, des pardons. Bon, je me sens désorientée, je m'attendais à tout sauf à ça. Et là, les premiers cours avec Zadou, qui était le premier responsable du mouvement à cette époque-là, on se présente. Donc je me présente et imaginez, je vais avec un pantalon, à peine 2 pantalons, 3 chemises, un t-shirt et puis des baskets, quoi. Et je vois toutes les filles sont toutes belles, maquillées, elles se présentent, elles sont toutes jolies. Je me suis sentie tellement mal. Et les garçons, au lieu d'être des garçons manqués, auxquels je pouvais me coller, ils étaient tous raffinés, bien propres et tout ça. Donc je ne suis ni une femme, ni un garçon, parce que les garçons que je trouve sont tellement bien, tellement délicats, tellement gentils, que là, quand je me présente, je dis à Zadou, moi je n'aime pas être une femme. Il m'a regardé la souris. Il dit, on se donne rendez-vous dans quelques années. Je verrai bien si tu peux me dire la même chose. Et là, je découvre avec les messages que être une femme n'est pas un handicap, comme je l'avais toujours pensé. Une femme est aussi intelligente, parce qu'on nous répète, les femmes sont bêtes. Les femmes, une femme n'est pas intelligente, les femmes, c'est ceci, c'est cela. Et quand on grandit avec, c'est vraiment difficile de pouvoir se départir de ces qualificatifs et de pouvoir s'affirmer. Et moi, j'avoue que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce au mouvement. J'arrive à me maquiller sans avoir honte, à mettre de la pommade, à me raffiner, à me sentir belle. Et c'est tellement beau aussi de savoir que quand on passe cette étape-là, et qu'on passe dans la rue, quand on est quelque part, bon, surtout que je suis dans les médias, qu'on me dise « Ah, mais vous êtes belle, madame, vous êtes rayonnante », ça fait tellement plaisir qu'on a envie de partager cette expérience avec les autres. Et bon, je pourrais dire que c'est ce qui m'a poussée à faire de grands pas dans la structure du mouvement. Je ne me suis pas laissée faire, comme on dit. Je me suis instruite, j'ai appris. Je me suis développée dans le mouvement. Parce que quand j'y arrivais, j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 53. Et je me sens tellement belle. Chaque matin, je me réveille, je me dis « Ah, mais t'es belle !» Dans le miroir, je me dis bonjour. Et les étudiants que j'ai, les apprenants que j'ai, il n'y a pas plus belle reconnaissance que de voir que dans la société, dans la communauté, dans l'environnement dans lequel j'évolue, de jeunes filles s'approchent et veulent savoir pourquoi je suis ainsi. C'est vrai que je dis ce que je pense, c'est vrai que je suis raélienne, je le dis haut et fort, je suis guide évêque. Et puis bon,
On me pose des questions, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Et on a souvent des confrontations avec les autres religions, hein. On nous nargue un peu et tout ça. Mais ça me fait sourire. Je suis tellement bien dans ma peau, tellement heureuse de découvrir cette féminité qu'il y a en moi, qu'aujourd'hui je suis encore plus heureuse quand je me rends compte que lorsqu'il y a quelques conflits, des soucis, on m'appelle. On m'appelle, que ce soit en famille. Mon père, par exemple, quand on a des petits conflits en famille ou des réunions de famille, tant que je ne suis pas là, il demande très souvent, mais elle est où? Elle est où? Il faut qu'elle vienne. Et ça, je trouve qu'en étant raélienne, en se découvrant soi-même d'abord, il faut se découvrir soi-même, être à l'aise avec soi. Ce qu'on a en dedans de nous est tellement beau qu'on le fait transparaître, on le donne aisément, sans retenue. Et je pense que c'est la plus belle des expériences que j'ai pu avoir, découvrir les messages. Aujourd'hui, j'en suis tellement fière que je le partage. Ça se sent, Péri. Et merci pour ton témoignage, parce que je suis sûr qu'il transperce l'écran et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui vont peut-être sûrement se reconnaître à travers ton témoignage. On sent vraiment qu'il y a une vraie expérience à travers la philosophie raélienne, non seulement une expérience, mais une remise en question, hein, comme tu dis, non seulement de tes habitudes, mais ça va loin. Souvent, quand on parle de divers sujets dans la vision raélienne, il y a ce sujet qui revient. Enfin, avec tous les sujets qu'on aborde, ça se rapporte souvent, très très souvent à l'éducation. Hein, on a beaucoup parlé d'éducation. Mais je suis sûr que ton témoignage va inspirer beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui nous écoutent, parce que la féminité, la femme, le piège, c'est pas qu'une question de femme et d'homme. Hein, Loudun? Qu'est-ce que t'inspire le témoignage je disais ce matin à Péri, elle parlait de Yopougon, elle vient de Yopougon, c'est un quartier dur d'Abidjan. Ouais. Et moi, je viens des HLM et je me sens très proche. Pareil, de m'être cachée toute ma vie, d'avoir voulu être un homme pour plein de raisons différentes, mais en grande partie pour l'éducation, parce que ce sentiment d'injustice quand on grandit femme dans un monde effectivement où la femme, la moitié de la population est bafouée, les droits sont bafoués. Les trois religions principales, donc monothéistes, sont misogynes, il faut le dire. Nous sommes coupables, le péché, enfin, le corps de la femme c'est laid, les relations sexuelles sont moches, enfin tout est perverti. Donc il y a une partie de nous, moi en grandissant en tant que femme dans ce monde, où je me suis dit je suis mauvaise. J'ai eu ce sentiment d'être mauvaise et de devoir jouer un rôle toute ma vie. Et pareil, je pense que cette rencontre avec une philosophie qui d'un seul coup dit tu es ce que tu es et tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, et tu peux, avec tes outils à toi, la collaboration, avec ta gentillesse, tu peux changer le monde. Voire même, c'est ce dont le monde a besoin, ce que disait Guillaume tout à l'heure. C'est-à-dire d'un seul coup, la force vient de cette finesse. La force et ce qui va nous sauver vient de ce raffinement, cette écoute, cette finesse. Donc il y a quelque chose de jouissif dans ça. Et de se dire d'un seul coup, je me réapproprie. Aujourd'hui, j'ai été habillée par mes sœurs. Okay, j'ai eu un cadeau, très beau collier. Un cadeau de Diel et puis Regina qui m'a offert. Et ça, quand on arrive n'importe où sur la planète, quand on arrive, il y a des femmes. Les femmes sont habituées à être ensemble, en communauté ensemble, à parler de leurs histoires. Et pour moi, ça a été comme Péri, j'étais qu'avec les garçons. Et quand je suis devenue raélienne, c'est pour ça que c'est compliqué de dire, c'est même une insulte aux vrais esclaves sexuels que de traiter les femmes raéliennes d'esclaves sexuels. C'est une insulte pour celles qui souffrent vraiment, parce que moi en tant que raélienne, au contraire, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée d'oser me montrer, d'oser montrer ma beauté, d'oser me mettre en avant sans avoir peur de ce que les gens vont penser ou sans avoir peur d'être agressée. C'est pareil, je pense que en grandissant, il y a quelque chose, c'est que les femmes ont toujours peur. On a toujours peur parce que la force physique fait que, d'une certaine manière, il faut toujours jouer un jeu, faire attention. Nos mères nous l'apprennent aussi, faire attention, toujours faire attention. Et ça crée, et la peur n'est pas bonne pour le cerveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui détraque. Donc d'un seul coup, quand on sait que on prend en main notre pouvoir de femme, mais un vrai pouvoir, c'est-à-dire, c'est pas minaudé, c'est un vrai pouvoir de femme forte. D'un seul coup, on sait qu'on peut accueillir l'extérieur, on peut accueillir les hommes, leur dire merci de ton attention, mais je ne suis pas intéressée, avec gentillesse. Vous voyez, et c'est ça, c'est la féminité pour moi, c'est montrer, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de se soumettre, mais on
On n'a pas à se soumettre. On peut accueillir le désir, on peut accueillir l'homme ou l'humain en général, mais en ayant qu'est-ce que moi je veux vraiment. Et le jour où tu es capable de dire merci, tu m'as fait une proposition mais ça ne m'intéresse pas, mais avec gentillesse, ce jour-là, on sent le progrès. Ça, c'est Raël qui me l'a appris. Il m'a dit, il ne faut pas que tu te fasses embêter, parce qu'on ne sait pas, on ne veut pas faire de mal non plus. Vous voyez, et tout ça, ça c'est le raffinement extrême. Raël est un être qui a apporté une libération, et le mot, c'est ça, une libération de la femme, de sa féminité et de tous ses talents. Et il a apporté tellement de choses. Péri a parlé un peu, elle a abordé le sujet de l'excision, par exemple, de Clitored, qui a été au départ une idée de Maitreya, de Raël. Cette idée qui semble complètement... Tu peux l'expliquer l'idée oui, en bien 30 sûr. secondes hein, En deux mots, effectivement, il y a un hôpital qui a été construit qui s'appelle l'hôpital du plaisir, parce qu'il y a des techniques qui permettent de réhabiliter, de restaurer les femmes qui ont eu un clitoris excisé. Et cette réhabilitation, c'est pas juste mécanique, c'est pas juste de la chirurgie, c'est bien plus que ça. C'est redonner à sa femme ce qu'on lui a volé. Et ce qu'on lui a volé, pas juste aujourd'hui, ce qu'on lui a volé pendant des millénaires. Et puis l'excision, elle n'est pas qu'une excision physique, c'est une excision psychologique. Donc, en mettant le doigt sur ce projet, pour les femmes de restauration du clitoris, ça a touché le côté plaisir, oui, mais surtout le côté libération de la femme dans son entièreté. Et pour avoir été, je suis allée au Kenya en tant qu'assistante en fait pour la mission Clitored, et je peux vous dire qu'il y a eu avant et après cette mission pour moi. D'un seul coup, j'ai rencontré toutes ces femmes qui avaient été excisées, parce que c'est pas que ces femmes africaines, ça a été vrai partout. L'excision a existé même en Europe, il n'y a pas longtemps. Même en Amérique du Sud, même en Asie, partout, la moitié de la population terrestre a été excisée, ou mentalement ou physiquement. Autrement dit, il y a eu le désir d'assujettir, de soumettre vraiment la moitié de la population, pour plein de raisons différentes, que je n'aborderai pas ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu avant et après Clitored. Et là, j'ai senti la puissance de Raël, quand il a décidé de lancer ce projet que nous avons suivi. Ça a libéré les hommes aussi. Le fait de libérer la sexualité des femmes, ça a libéré les hommes également. Ça a mis les hommes et les femmes sur quelque chose. Et en quoi ça a libéré les hommes, quand tu dis ça a libéré ça a libéré les hommes parce que comment, dans notre époque actuelle, comment pouvoir, si les hommes sont eux-mêmes sur un chemin d'être heureux, du bonheur, du partage, comment peuvent-ils accepter d'avoir une femme qui n'a pas de plaisir, qui souffre? Et mais là, on parle des survivantes. Hein. Là, on parle de celles qui ont survécu aux hémorragies, aux infections, on est d'accord. Donc là, on parle des survivantes. Comment puis-je vivre avec une femme si je suis sur un chemin d'épanouissement, avec une femme qui souffre à chaque fois que je fais l'amour avec elle? Et donc, en libérant ça, les femmes, les hommes aussi, ils ont envie que les femmes aient du plaisir, ils ont envie de partager avec leurs femmes. Donc j'ai vu des hommes accompagner leurs femmes, c'était tellement beau. Et je me suis dit, cette mission Clitored, elle libère les êtres humains de la culpabilité, judéo-chrétienne, musulmane ou autre, ou des traditions qui ne sont pas... On n'a pas été... D'ailleurs, c'était drôle, on n'a pas été créé avec un clitoris pour le couper après. Et si on peut le restaurer, il faut arrêter de le faire. Parce qu'on pourra de toute façon les réparer. Donc il y a tout ce cheminement d'être sur une même planète, sur un vaisseau commun, pour avancer ensemble. Et donc le fait de restaurer les femmes a joué aussi pour les hommes. Et c'était très beau. Je pourrais en parler des heures, donc je vais me taire, mais c'est passionnant parce que ça m'a touché. Des femmes de 70 ans, c'est même pas pour l'orgasme qu'elles viennent là. Elles disent, moi, je veux pouvoir me retrouver, moi, femme à part entière, qu'on me redonne ce qu'on m'a volé. C'est merveilleux. C'est quelque chose de puissant, quoi. C'est vraiment super de vous entendre, hein. Franchement, parce que c'est vrai qu'on a démarré un petit peu l'émission, j'ai eu une formule un peu simple, hein, en disant l'image de la femme est pas top à travers les médias, c'est vrai, quoi. Souvent, tu parlais tout à l'heure, les Raéliennes, l'image qui est donnée, hein, pour souvent là, l'aspect soumission, et puis le fait de vous entendre, de vous voir et puis de vous ressentir, hein, ceux qui sont derrière leurs écrans, on ressent vraiment la force
la force des femmes raéliennes, et c'est vraiment très important. Guillaume, ça t'inspire quoi? Tellement de choses. Ben ouais. Parce que ce qu'elle vient de dire, là, ce que vient de dire Luna, que redonner la place à la femme, c'est redonner aussi à l'homme la place qu'il doit avoir et pas celle qu'il a usurpée, j'oserais dire. Parce que prendre toute la place, c'est usurper parce que le monde est composé de ces deux aspects complémentaires que sont le masculin et le féminin. Et donc si le masculin prend tout, il usurpe la place. Donc il n'est plus le masculin, parce que quand on n'est plus digne, on n'est plus ce qu'on est censé être. Et ce n'est pas être digne que d'usurper. Et je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, en tant qu'homme, on est éduqué en tant que garçon à la compétition en permanence, au fait de prouver en permanence, au fait de en permanence essayer de montrer qu'on est fort, qu'on n'est pas faible, qu'on ne pleure pas, qu'on ne souffre pas, qu'on est insensible. Mais comment ne voulez-vous pas qu'il y ait des guerres et des génocides lorsque le monde est dirigé par des êtres insensibles, incapables de percevoir ce que l'autre ressent? C'est impossible. Et à partir du moment où on doit être dans la compétition, on doit être dur, et bien en plus ça que jumelé avec l'insensibilité, ça donne une catastrophe que l'on voit sur la Terre aujourd'hui. Et donc il y a un vrai travail à faire. Et moi, tout petit, j'étais très féminin. J'ai eu la chance d'être élevé avec mes cousines, mes deux cousines, Florence et Sylvie, et qui elles jouaient à la poupée. Donc moi, je jouais à la poupée parce que voilà, ça m'intéressait plus qu'autre chose. Et j'aimais bien tous ces jeux-là. Voilà. Et j'étais assez sensible, très sensible. Et puis, en fait, je ne pouvais pas être avec mes cousines tout le temps, donc j'étais avec mes potes, et, comme on dit. Et du coup, mes camarades garçons m'ont appris à être dur. Tu ne peux pas être naïf, tu dois savoir mentir, tu dois savoir sauver la face. C'est toutes les choses que j'ai entendues. Combien de fois je me suis fait moquer parce qu'en fait, j'étais trop féminin. Donc, du coup, je me suis endurci, masculinisé. Alors, je me suis allé même... c'est pas négatif, je suis allé pratiquer des arts martiaux pour pouvoir être aussi fort que les autres garçons. Bon, tant mieux, ça m'a ramené à la confiance en moi. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais pas connu la philosophie raélienne, je serais parti vers l'autre extrême. Parce qu'on en arrive en fait à se donner comme objectif d'être le meilleur, d'être dans la compétition. Et la femme est considérée dans l'éducastration masculine comme un objet de plaisir. C'est grave, on dit oui, j'aime ma femme, et ce mât-là qui donne la possessivité, qui donne soi-disant tous les droits dessus. Je vais épouser ma femme et donc elle sera à la maison pour moi, pour me servir. On va dire oui, mais il exagère, c'est un extrême, mais dans le fond c'est toujours pareil. C'est toujours les travaux ménagers qui sont amenés directement à la femme. Quand il y a une pub à la télévision sur un aspirateur, c'est rare qu'on voit un homme qui tient l'aspirateur. Sur une nouvelle lessive, c'est rare qu'on voit le monsieur en train de dire « Ah, regardez, ça lave plus blanc que blanc ». C'est toujours une femme. Il y a cet automatisme-là. Alors que moi, je préfère d'ailleurs faire la vaisselle. D'ailleurs, j'ai vécu longtemps grâce à l'enseignement raélien, j'ai pu développer ce côté-là. Et j'ai vécu longtemps avec une fille qui, elle, réparait les appareils électroménagers, elle montait les meubles. Et moi, je faisais la cuisine, j'adorais ça. Et je faisais le ménage, j'adorais ça, je faisais le repassage. Ça allait très bien, on s'entendait très bien. Parce qu'on était à un autre niveau d'entente. Et je pense que le monde comme ceci, alors, tant mieux parce que moi ça m'a amené aussi à accepter d'être danseur. Parce que non, un homme c'est plutôt footballeur. Alors il y a de plus en plus de danseurs, grâce aux danses récentes d'ailleurs. Moi je fais des danses urbaines donc c'est plus pratique. Mais en fait toutes ces choses-là font que effectivement la femme, en valorisant son aspect féminin, fait qu'il est regardé de façon sain par l'homme. Et finit par dire à l'homme, toi aussi tu as cette part en toi, tu peux la vivre. Et donc du coup on va se rejoindre, on va s'entendre et on va mettre sur la table quelque chose qui va permettre à la société de s'en sortir. Et on est dans un univers infini où tous les possibles coexistent puisque c'est l'infini et tout est complémentaire. Toute chose permet à toute chose de s'harmoniser avec toute chose et ainsi de suite. Et donc cette philosophie de l'infini dont on porte le symbole ici ne peut s'exercer qu'avec cette complémentarité homme et femme. Pas tout pour les hommes, pas tout pour les femmes, pas tout. Non, hommes et femmes. Et dans hommes et femmes, du coup, on trouve toutes les choses. Et même au niveau de la sexualité, soit chez les hétérosexuels, chez les bisexuels, enfin, tout ce qui est LGBTQI+, que chacun puisse s'exprimer avec sa différence. Dans un univers infini, on ne peut pas avoir une seule façon de faire. On ne peut pas avoir une seule orientation. C'est pas possible. C'est de la dictature. La dictature de la pensée, la norme. Ces gens qui sont tellement mal dans leur peau qu'ils veulent que tout le monde pense comme eux-mêmes plutôt que de libérer. Et c'est ce qu'amène la philosophie raélienne. Et moi, j'ai développé mon respect pour la femme en acceptant ma féminité. En développant ma féminité grâce aux enseignements de Raël. Donc quand on vient nous raconter
chez les Raéliens, il y a des femmes qui sont esclaves sexuelles. Je suis désolé, en fait. Je suis désolé, en fait. Comment. Mais venez voir. Enfin, je sais pas, quand vous voyez les deux dames qui sont là, si vous les prenez pour des esclaves, bon, faut enlever les lunettes, faut regarder. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais autant senti de force que chez les femmes féminines. Et je n'ai jamais autant de considération que chez une femme féminine qui assume ce qu'elle est, plutôt que l'image qu'on voudrait qu'elle soit, plutôt que le regard des hommes. Et rappelons-nous que le regard des autres, ce sont les barreaux de prison. Donc, en somme, effectivement, pour moi, la féminité, les valeurs féminines qu'amène le mouvement raélien m'ont permis de découvrir cette féminité en moi, de l'exprimer en bonne entente avec ma masculinité et donc de développer ce respect absolu pour mes sœurs, mes mères, mes filles que sont les femmes et encore un plus grand respect pour la vie puisque si on ne considère pas la femme à son juste titre, eh ben on ne considère pas non plus la vie puisque la femme porte la vie. Et donc on a des guerriers, des Gengis Khan, etc. qui sont valorisés. Quand il y a des Gandhi qui avaient des attitudes féminines, sans force musculaire du tout, vont sauver l'Inde, plus de 300 millions de personnes, en mettant dehors l'Empire anglais, sans violence. Des Martin Luther King qui n'ont pas utilisé une seule arme pour permettre aux Noirs de retrouver les droits qu'ils méritaient. Ça, ce sont des attitudes féminines. C'est pas les Gengis Khan, c'est pas les Hitler ou c'est pas les Sarkozy va en guerre contre Kadhafi qui ont amené ça. C'est tout autre chose et c'est de ça dont on a besoin. Donc merci la philosophie raélienne, merci à nos sœurs, à nos mères, à nos filles, à nos compagnes de nous sauver, de sauver de l'humanité, de nous ramener à nous-mêmes et en se ramenant elles à elles-mêmes. Bien sûr. Merci Guillaume. On glisse tout doucement vers la fin de cet épisode, mais juste avant, on voudrait te donner le mot de la fin, Perry. Luna, est-ce que là, les années qui viennent, la décennie qui vient, là, est-ce que tu es optimiste ? Très. Ouais. Et moi, je suis délibérément optimiste par la nouvelle génération. Ouais. J'ai le sentiment, et je côtoie pas mal de jeunes, et j'ai l'impression que ce que nous avons vécu, Perry et moi, par exemple, cette génération, la nôtre, on a vécu certaines choses, mais eux, ils sont à un autre stade. Plus, quoi. Ouais, qui existe de moins en moins. Et donc, je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de guerre, qui ont envie de vivre, de jouir de l'instant présent, qui ont envie de profiter de ce qui est. D'abord parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on leur a pas offert un avenir très reluisant. Donc beaucoup de jeunes disent mais pourquoi je vais m'embêter pour l'avenir alors que je ne sais pas s'il va venir. Et donc le point positif de ça, c'est qu'ils veulent profiter de l'instant présent. Et j'ai beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui viennent dans mon cabinet, qui me racontent un peu leurs histoires, et je me dis, il y a de l'espoir pour l'humanité, de voir que ces jeunes se posent d'autres questions, ils aspirent, ils sont sauvés par ce désir, ce goût de vivre maintenant, ici et maintenant. Finalement, c'est une spiritualité, même s'ils ne mettent pas le nom dessus, mais de sentir qu'ils sont connectés directement avec la vie, quoi. Maintenant, ici et maintenant, sans projet futur, pas forcément, juste si ce n'est profiter de la musique, profiter de la danse, profiter de la vie, quoi. Et en ça, c'est un grand espoir de se dire, cette génération-là, on leur a tout bousillé le futur, mais eux, ils ont quand même envie de profiter. Ils n'ont jamais été autant connectés sur la... Ils sont connectés sur le présent et ils ont raison en soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, enfin en tout cas les Raéliens, nous sauvons des personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui nous écrivent aussi, parce que nous leur apportons, nous ne croyons pas ni en Dieu, ni en l'évolution. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Quel que soit ce que nous faisons, nous ne nous soumettons à aucune conscience autre que la nôtre. Et ça parle aux jeunes. Donc nous avons beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, beaucoup de jeunes qui sont curieux, qui se ressentent dans ça. Ils sont responsables de ce qu'ils font, ils ont envie de profiter, il n'y a pas de Dieu au-dessus d'eux qui leur dit quoi faire. Et c'est une forme de spiritualité. Oui, nous sommes spirituels, sans Dieu et sans évolution. Nous sommes reliés à l'infini. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc moi, je suis assez optimiste. Ah, super, merci Luna. Perry, tu sais, c'est la vision raélienne, on est écouté en Kama, en Afrique, mais en Europe également, francophone, en Amérique francophone, au Québec, dans beaucoup de... Bon, c'est en français. Là, c'est quel message t'aimerais donner aux Africains qui nous écoutent, mais également aux Occidentaux, aux Européens, aux Canadiens Qu'est-ce que je peux dire sinon que le raélisme, c'est le futur. Ouais. Tout simplement. Et en quoi c'est le futur ? En quoi est-ce que c'est le futur ? C'est découvrir soi-même,
Être en phase avec soi, on le découvre au mouvement raélien. S'accepter en tant que tel, surtout en tant que femme, je l'ai découvert au mouvement raélien. J'ai appris, je me suis éduquée avec les paroles du prophète. Et quand j'entends le prophète dire que Kama doit sauver l'humanité, mais avant de sauver Kama, il faut sauver la femme. Tout à l'heure, j'écoutais Guillaume qui parlait. Effectivement, les hommes ont un poids tellement lourd sur leurs épaules. Peut-être tellement trop fiers, avec trop d'ego, ne peuvent pas s'exprimer. Mais tant que les femmes ne prennent pas leur place, les hommes ne vont pas bouger d'un iota et la paix ne régnera pas sur la terre. Donc chacun de nous doit apporter sa contribution à la paix sur la planète Terre. Et le message raélien, c'est le meilleur message qui peut permettre à chacun de nous de pouvoir s'épanouir, s'exprimer et surtout rêver un futur meilleur. Nous attendons l'arrivée des Elohim, mais comment et où? Sur la terre, bien sûr. Mais est-ce qu'ils vont venir sur une terre où les hommes et les femmes sont à des niveaux d'épanouissement différents? Est-ce qu'ils viendront sur une planète où les enfants n'ont aucun repère? Je pense sincèrement qu'avec le réalisme, l'humanité pourrait s'en sortir. Et là, c'est mon mot de fin. Les femmes, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, qu'elles soient au Bénin, aux États-Unis, je sais pas, au Japon, au Canada, une femme reste une femme. Nous vivons les mêmes réalités et aujourd'hui, les femmes peuvent être des leaders, mais elles s'affirment en tant que femmes. Elles restent toujours sensuelles, elles restent toujours délicates, elles restent toujours raffinées. Et ce raffinement, cette délicatesse, elles le partagent avec tous les hommes autour de nous. Quand les hommes et les femmes seront assez délicats, assez féminins, la paix reviendrait sur terre. Et c'est notre mission en tant que raéliens, c'est notre mission de pouvoir diffuser ces messages-là. Et avec les paroles du prophète, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et d'ici peu, on rencontrera certainement nos pères qui viendront partager avec nous le plaisir et le bonheur. Ben, merci beaucoup Perry, hein. Merci beaucoup pour... merci à Guillaume, à Luna également. Et Perry, tu as été notre invité exceptionnel aujourd'hui et c'était un vrai plaisir. Pareil Vous tous qui moi. nous suivez, hein, vous avez vu, on continue sur ce chemin. On voyage dans la vision raélienne à travers différents sujets et on espère vraiment que cela vous inspire et que ça vienne remettre en question certaines de vos habitudes. À très bientôt. Au revoir.